mamba jama ke e mamba ne mamba jama ke ma ni la lo ameso ma we sana mala maloi sova. Très heureux de vous retrouver sur toutes les plateformes de l'ouverture média. Bonjour, bonsoir, mes salutations dépendent de votre position géographique. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Affaires politiques. Oui, une émission 100% en français, une émission inédite, une émission sans filtre et sans réserve surtout. Aujourd'hui, nous recevons un acteur de la société qui est engagé pour une cause noble de notre bas Maliba. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Sans plus tarder, nous allons lui donner le micro pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Dr Sempara. Le plaisir est partagé. Je me nomme Dr Djiré Mohamed Kassoum. Je suis enseignant-chercheur, professeur à la faculté de médecine en qualité de maître assistant en chirurgie pédiatrique. Aussi acteur de la société civile au nom du mouvement Sentinelle Malikoura que je préside. Donc c'est tout à fait un honneur pour nous aujourd'hui d'être là pour échanger sur la situation sociopolitique de notre pays. Je commence par saluer tous ces spectateurs qui nous regardent à travers les 5 continents, le Mali profond, et vous aussi pour nous donner cette opportunité pour dire ce que nous pensons de notre pays, pour expliquer aux Maliens la démarche réelle du peuple prônée par les autorités actuelles. Et je pense qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de fait sans victoire. Voilà. Merci, merci. L'homme avec une grande capacité, grandiloquence, vraiment de taille énorme. Ah bon? Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Nous vous rappelons aussi que cette émission tant souhaitée en français se passe tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h. Aujourd'hui, il sera question de l'Alliance des États du Sahel qui cherche véritablement à renforcer les questions sécuritaires, mais aussi les questions liées à la souveraineté monétaire. Le deuxième thème portera sur la privatisation de l'EDM, si ça peut mettre fin à la souffrance du peuple malien. Et pour finir, nous allons parler du problème lié à la destitution des maires dans certaines communes de Bamako. Sans plus tarder, Monsieur Djiré, quelle lecture, quelle analyse et quel diagnostic faites-vous par rapport à cette alliance et dans quelle perspective nous pouvons nous retrouver à travers cette union du Niger, du Burkina, ainsi que notre Bas-Maliba? Bien, merci beaucoup. Comme l'a dit Lénine, analyse concrète, situation concrète. Oui. Concrètement, l'Alliance des États du Sahel est une alternative politique. Une alternative politique. Pas une alternance, une alternative politique, comme vous l'avez si bien dit, je répète. Parce que d'abord, pour essayer de comprendre la démarche des autorités, il faut faire l'historique de pourquoi nous sommes arrivés là. Pourquoi aujourd'hui il y a cette envie
d'être nous-mêmes, de liberté, d'indépendance, d'autonomie, d'autodétermination, j'aimerais dire. Pourquoi? Parce que ça manque en fait. Vous savez que le Sahel est une zone politiquement très stratégique dans la géopolitique internationale. Et comme l'a dit... À quelle raison? Et comme l'a dit un président, celui qui a le Sahel a l'Afrique. Et celui qui a l'Afrique a le monde. Je dis bien, celui qui a le Sahel à l'Afrique. A l'Afrique. Et celui qui a l'Afrique contrôle le monde. Il n'y a rien à dire. Vous savez, il y a longtemps, l'Afrique était sans les Africains. Les causes de l'Afrique, les problèmes de l'Afrique se discutaient hors de l'Afrique. Donc beaucoup de gens diront que c'est la faute des autres. Oui, c'est la faute des autres. Mais c'est notre faute aussi. Pourquoi on a accepté? Première lecture. Pourquoi en 2023, à partir de 2022, qu'en Afrique, des hommes disent non à l'ancienne méthode? Des hommes exigent qu'on les respecte. Des hommes invitent le monde à venir au Sahel, mais à base des principes édictés par le peuple et prônés par les dirigeants. Ça, c'est important. Et avant l'AES, vous savez, ce qui a poussé nos autorités à aller vers une alliance, c'est la lutte contre le terrorisme. On a compris que la lutte contre le terrorisme ne peut pas se gérer seule. C'est un mandat des Nations Unies. L'objectif des Nations Unies, c'est la paix et la sécurité internationale. Depuis 1945. Mais on s'est posé des questions. Quelle paix les Nations Unies ont pu mettre au monde depuis leur création jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas vu. On a compris avec la crise malienne qu'en réalité, ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, ceux qui prétendent nous aider à la sécurité internationale, sont peut-être eux-mêmes le problème. Tu ne peux pas être du problème et résoudre le problème. Voilà des lectures qu'il faut faire. Bien avant ça, ils ont voulu créer ce qu'on appelle le G5 Sahel. Pourquoi le G5 Sahel n'a pas marché? Pourquoi cette convoitise du Sahel? Pourquoi il faut que des gens décident pour le Sahel sans les Sahéliens? Parce que cette bande qui part depuis Dakar jusqu'à l'Érythrée, mais c'est la bande des réserves, c'est-à-dire des ressources minières les plus convoitées au monde. Les Sahel regorgent des millions et des millions de populations. Presque 300 millions de superficie. Le Sahel, l'âge moyen... 3 millions. Quoi? 3 millions de superficie. Non, 3 millions c'est le Mali, le Burkina et le Niger. C'est 1,9 million et 2,9 millions. Quand tu prends le Sahel là, 300 millions. C'est 300 millions. 30 000 ou 300 millions. Regarde bien, le Sahel part depuis l'Érythrée et depuis le Sénégal jusqu'à réalité l'Érythrée, jusqu'à l'Éthiopie, en passant par Djibouti. Toute cette bande-là, c'est ça le Sahel. Mais quand on analyse, on parle de Sahel, on ne voit que 5 pays. Il faut bien analyser la ressource du Sahel. L'âge moyen au Sahel, c'est quel âge? C'est 25 ans. Le capital le plus important de la vie, c'est le capital humain. La réserve pour garantir toutes les monnaies dont on parle, c'est quoi? C'est l'or. Les Sahel regorgent les réserves. Je ne peux pas dire la plus grande réserve, mais parmi les pays qui ont de l'or, c'est le Sahel. Le pays de Kankou Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, c'est le Mali. Si tu parles du cobalt, mais les experts internationaux disent aujourd'hui que la troisième guerre mondiale ne serait pas pour, c'est-à-dire le pétrole, ni autre, ça serait pour l'eau. Les Sahel regorgent les réserves d'eau douce dans la zone des 3 frontières, principalement le Liptako, Gourma, là où je suis né. Donc ça, c'est pour te donner
une idée pourquoi cette convoitise du Sahel, pourquoi chacun veut contrôler le Sahel. Donc, c'est ce qui a poussé les États du Sahel en sortant ou bien en luttant dans cette crise. Ils ont compris que le Mali seul ne pourra pas faire face au terrorisme, que le Niger seul ne pourra pas faire, le Burkina. Pourquoi on ne va pas conjuguer nos efforts? Il y a eu des réunions, il y a eu une charte, et aujourd'hui, vous-même, vous voyez que le président du Niger est venu au Mali pour d'abord remercier le peuple malien, les autorités maliennes, la même chose que le Burkina, et dire deux choses. Que nous allons transformer le Sahel en une zone de prospérité et non d'insécurité. Ça a tout son sens. Et ceux qui pensent que c'est par circonstance? Je dis bien, dans les circonstances naissent aussi les grandes opportunités. C'est pour cela que dans un problème scientifique, on part toujours du contexte et justification. Pour avoir des objectifs, te drainer une méthodologie pour que tu puisses avoir des résultats, tirer des conclusions. On appelle ça méthode cartésienne scientifique. Il faut aller d'un problème pour donner des hypothèses. Notre hypothèse était, tant que la France est au Sahel, le Sahel ne serait pas des Sahéliens. Les gens ne croyaient pas. La France elle-même s'est auto-invitée à sortir du Sahel. On a dit, il n'y a pas de problème. La France est partie. Barkhane est parti. Takuba est parti. G5 est mort de sa belle mort. Finalement, la MINUSMA, qui était la bande politique de Barkhane, parce qu'en réalité, cette mission onusienne avait deux branches. Une branche politique qui est la MINUSMA et une branche militaire qui est Barkhane et Takuba. C'est pour cela que quand ils sont sortis, un président, pour ne pas citer de nom, un président s'est posé des questions. Qui va sécuriser la MINUSMA si Barkhane part? C'était dit. Mais l'objectif de Barkhane n'était pas de sécuriser la MINUSMA. L'objectif de Barkhane, c'est d'aider les forces armées du Mali à récupérer les territoires, à protéger les Maliens. Parce que ce sont les Maliens qui ont fait confiance à l'État français. C'est le peuple du Mali qui est sorti dans les rues en janvier 2013 quand Serval était venu. C'est le peuple malien qui est apprécié. Mais le peuple malien ne savait pas qu'on allait être poignardé dans le dos. Et quelle réaction feriez-vous par rapport à ceux qui pensent que cette alliance n'est qu'une illusion? Non, je suis en train de développer pour qu'ils comprennent. Parce que méthodologie, je l'ai toujours dit, il faut être méthodique. Il faut être pédagogue. Il faut répéter. Parce que dans la répétition est pédagogique. Pour que les gens puissent comprendre. Que là où nous sommes, il n'y a pas de marche arrière. Soit on meurt, soit on avance. Le président l'a dit. Fangan figi figi, angan yerekeche, obato antala. Tu comprends ce que ça veut dire? Il faut oser. Comme je l'ai dit, le courage et l'équilibre entre la peur et l'audace. On a passé 50 ans de peur. Quelle serait la réaction des autres? On n'a pas pu dire la vérité. On n'a pas pu dire non. Mais Dieu a fait aujourd'hui qu'avec le courage du peuple résilient du Mali, du Sahel, du Niger, du Burkina, les autorités ont eu plus de confiance encore. Et comme l'a dit même le président, si nous sommes là, se dit à vous, vie chère, pas de courant, pas d'eau, les gens se moquent de nous. Mais je te dis, les grandes idées sont utopiques au départ. Quand nous, on parlait de la lutte du M5 RFP, il y avait les constitutionnalistes qui faufilaient. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais les 18, ça a été une réalité. Vous comprenez? Qui allait penser dans ce monde que les ennemis d'hier allaient être les amis d'aujourd'hui? Illustration parfaite. Qui pensait que l'Allemagne d'Hitler allait être ami de la France du général de Gaulle? Qui pensait que le Japon de Hiroshima Nagasaki
bombardé de la forme la plus meurtrière Par les États-Unis. par les États-Unis, qui l'ont filmé et qui l'ont dit, allait être aussi allié des États-Unis. Qui pensait Mais qu'est-ce que qui explique ce France, facteur? la France qu'on connaît, allait être alliée de l'Algérie, la République sœur du Mali. Le monde réserve des surprises, cause pour laquelle souvent nous pouvons commettre des erreurs, parce que l'homme n'est pas parfait. Donc, mais il ne faut jamais insulter le futur. Je dis bien, les amis d'aujourd'hui pourront être les ennemis de demain, mais pas dans la pratique politico-politicienne, mais dans le pragmatisme. Il se peut que j'étais dans une erreur. Je me rends compte que ce qui est en train de se faire aujourd'hui est l'émanation du peuple malien, dont je me rallie à la cause. On appelle ça patriotisme, reconnaissance et civisme. Donc voilà comment nos autorités ont compris qu'il n'y a pas d'alternative. Et maintenant, je viens... que le décor est planté maintenant. Maintenant que le décor est planté, je t'ai toujours dit que un pays, c'est trois choses. Lesquels? Trois choses pour qu'un pays fonctionne normalement. Un pays, c'est l'État. Un pays, c'est la République. Un pays, c'est le mode de gouvernance. Quelle est la différence Maintenant, entre l'État et la j'arrive. République? L'État, c'est quoi? L'État, c'est la défense d'abord. Parce que le premier instinct d'un homme, selon les réflexes pavloviens, le premier instinct de l'homme, c'est de se défendre. Donc, tant que tu n'as pas une défense forte, tant que tu n'as pas une armée forte, tu ne peux pas prétendre ni mettre la justice, ni déployer tes services sociaux de base, ni créer de l'emploi, ni faire la justice. Donc, nous sommes allés par étapes. C'est maintenant qu'on peut expliquer la démarche clairement pour que les Maliens comprennent. Il fallait d'abord donner une forme à l'armée malienne. Parce que l'armée est directement proportionnelle à l'État, aux institutions. Si l'armée tombe, l'État tombe. Exemple 2012 au Mali. En réalité, c'est l'État malien qui s'est effondré. Et il y a eu prolifération des groupes armés. Chacun s'est rendu justice. L'État n'était pas fort. L'État était obligé de baisser la tête et aller signer quelque chose. Mais signer ça, il faut remercier ceux qui l'ont fait. Mais ça donnait le temps pour que les gens puissent comprendre que cet accord pourrait être mis en place de façon intelligente à travers le génie malien. Aujourd'hui, on n'est plus là. La prise de Kidal répond aisément, stratégiquement à toutes ces réponses-là. Donc, on a une armée qui a pris forme. Aujourd'hui, cette armée a donné l'autorité de l'État. Aujourd'hui, cette armée a donné cette dignité et cet honneur au Mali. Le Mali est au concert des nations aujourd'hui. Donc, ça a forcé notre diplomatie. Le Mali condamne, le Mali s'aligne avec qui il veut, et le Mali exige le respect de ses partenaires stratégiques et de sa vision politique. Nos choix et partenaires stratégiques. Mais tant que tu n'es pas une armée qui puisse te protéger, qui puisse apaiser les populations, tu ne pourras pas faire marcher ta chose. Voilà pourquoi je dis que l'État d'abord. L'État armé. Deuxième des choses, la République. Mais on parle de République. République, c'est quoi? La République n'est pas née, nous ne sommes pas nés républicains. On est d'accord? Nous, on était empire, royaume. Bien vrai que ceux qui prétendent venir aujourd'hui nous donner les notions de démocratie vivent sous le royaume. Angleterre, Danemark, Espagne. Mais la République est née avec l'effondrement de Rome. Quand une femme s'est fait poignarder pour la justice. C'est comme ça que la République est née. C'est comme ça que Rome a marché sur la monarchie pour que naisse la justice. Donc, on ne peut pas parler de République, ça n'est pas parler de justice. Parce que la République est née de l'injustice et du viol de Marie Lumière, qui était la reine de Rome. Elle a été violée par le cousin du prince. Donc, elle a exigé à ce qu'on la venge. Et elle s'est poignardée. Et c'est comme ça que le mot république est venu. Donc, république est directement proportionnelle à la justice. Mais pour que tu rendes justice, pour
pour que tu sois respectueux des textes. Mais il faut qu'il y ait une autorité de l'État qui puisse amener, protéger ceux qui rendent la justice au nom du peuple et mettre de l'ordre. Donc dans un désordre, on ne peut pas réellement faire passer toutes ces idées. Et la troisième chose, c'est un mode de gouvernance. Notre mode de gouvernance que nous avons choisi, ou bien qui nous a été imposé, c'est la démocratie. Et en réalité, parmi tous les modes de gouvernance, tout le monde est unanime que la démocratie pourrait être le meilleur mode de gouvernance. Ok? Est-ce que la démocratie est-elle vraie? La démocratie est vraie. Dans quel dans pays? son concept, dans quel pays? Dans son concept. Dans quel pays? J'arrive. Dans son concept que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Malheureusement, ça nous sommes respecté où? Oui. Est-ce que c'est respecté au Mali? Quand on analyse, la démocratie n'est même pas respectée aux Nations Unies. Droit de veto, donc n'en parlons pas. Mais malheureusement, nous sommes dans... Est-ce que la démocratie n'est-elle pas créée en Afrique ici pour nous mettre toujours en retard? Bon, ça c'est des explications qu'on peut donner. Mais nous-mêmes, on a choisi ça. Parce qu'au départ, c'était les dictatures. Tu es d'accord? Donc la réunion de Bol a dit d'aller à la démocratie. Certains présidents se sont opposés. C'est comme ça que le président du Mali dit que la démocratie n'est pas une camisole de force. Tu te rappelles? Mais ils n'ont pas été écoutés. Ils ont été balayés. Et la démocratie est venue. La démocratie est venue avec le programme d'ajustement structurel. Tu comprends? Le programme d'ajustement structurel, nous sommes en train de vivre les conséquences des problèmes d'ajustement structurel. Maintenant, imagine quelqu'un qui vient t'aider dans ta famille, il te dit de faire sortir tous tes enfants, de vendre ça, vente aux chers. Donc les gens devraient comprendre depuis là que ce n'était pas en réalité chose. Donc c'est pour te dire que la démocratie comme telle, occidentale que nous avons, malgré que nous avons des réserves, parce que la démocratie occidentale ne peut pas être copiée-collée à la démocratie africaine. Donc c'est aux Africains maintenant de s'assumer au fur et à mesure que les gens se donnent le main. Au fur et à mesure que nous avançons, moi je pense que les gens vont donner leur propre concept. Mais malheureusement, pour le moment, nous sommes en train de travailler avec la démocratie à l'occidental. Maintenant, qui est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que cette alliance peut-elle être une illusion? Donc maintenant, moi je pense, pour venir au thème, l'alliance du Sahel est-ce une illusion? N'est pas une illusion. L'alliance du Sahel est une réalité. Et d'ailleurs, la venue des présidents ici a permis de mettre ça en marche à travers trois choses. La réunion programmée des ministres des Finances et d'économie pour essayer de voir dans quelle perspective les différents experts pourront se réunir pour donner un fonds, une banque, une garantie pour arriver à notre monnaie. C'est ce que tu vois sur les réseaux, que la monnaie est créée, s'appelle Sahel, tout ça. Pour le moment... Mais est-ce que ce n'est pas une tentation? Non. Parce que il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup d'idées qui sont mises en avant, mais qui ne sont pas concrétisées dans le sens souhaité. Par exemple. Mais on a parlé de l'éco, il y a 4 ans, 5 ans, on disait qu'on allait quitter le franc CFA pour l'éco, et ça n'a pas été concrétisé. Est-ce que tu as vu la différence entre l'Alliance du Sahel, la CEDEAO, l'éco? Est-ce que tu as vu la différence? Mais et puis on parle d'une banque d'investissement. J'arrive. Et non une banque centrale. Est-ce que dans la logique de la mise en place d'une banque d'investissement, pouvons-nous parler d'une création monétaire? Ce que je vais t'expliquer. La différence entre cette alliance et les autres, c'est que c'est une alliance initiée, préparée, organisée, planifiée par nous-mêmes. Ce n'est plus les institutions de Bretton Woods qui sont derrière. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont commencé à comprendre. Maintenant, c'est nous-mêmes, durant la crise, c'est pour cela que je t'ai dit, les circonstances sont des opportunités. Qui peut penser que le terrorisme inventé par certains services de renseignement, créé de telles pièces, mais la CIA, Al-Qaïda est créé par la CIA, FBI est créé par... J'ai toujours dit,
les attaques de Tours Jumelles de 2001. Mais il y a des enquêtes. Qui est la cause? Donc c'est pour te dire, le terrorisme est un mode de domination, comme la dictature, comme la civilisation, comme l'esclavagisme. Donc les derniers modes après Kadhafi, qu'on a vu qu'ils sont partis tuer Kadhafi au nom de la démocratie, aujourd'hui ils ont foutu ce qu'ils ont fait là-bas. Aujourd'hui c'est le terrorisme là-bas. Donc maintenant il faut mettre le terrorisme dans la tête des gens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire que cette tentation ne soit pas une mort? Pour que je te démontre que ce n'est pas une illusion, sinon une détermination, une nécessité. Tant que les pays du Sahel, tant que l'Afrique, la zone franc ne sort pas du franc CFA, mais on ne serait jamais indépendant. On ne serait jamais économiquement prêt. Et puis la souveraineté dont on parle, qui fait mal, la souveraineté a 3 piliers. Le premier pilier de la souveraineté, c'est ta défense. Deuxième pilier, c'est ta monnaie. Troisième pilier, c'est ta langue. Mais il faut aller par étapes. Mais tout récemment, il n'y a même pas 48 heures, on tente d'infiltrer en quelque sorte l'autorité burkinabé à travers la visite du gouverneur de la BCEAO, je ne me rappelle pas du nom. Est-ce qu'avec telle pratique, nous pouvons espérer concrètement par rapport à la réalisation de ces objectifs tant souhaités par ces 3 chefs d'État? Monsieur, et quelle solution pour ne pas que ces chefs d'État ne déclinent pas? J'ai toujours parce qu'avec cette période de crise, il est important qu'on signale ce point, parce que je ne peux pas comprendre en période de crise qu'on peut se permettre, en période d'embargo, qu'on peut se permettre de flatter une économie, on peut apprécier une économie de telle manière si ce n'est pas dans une suite logique de déstabiliser ou de faire douter les autres partenaires à un homologue président. Merci. Merci beaucoup. Le président de la BCEAO qui est parti au Burkina n'a pas reçu de... Voilà. C'était pas la même chose. Avant, quand il partait, il était écouté. Il est parti en réalité. Mais il a été écouté, il a été reçu par le président de la transition. Mais être écouté et faire ce que tu demandes, ça fait 2. Vous comprenez? La réponse à sa visite, c'est quoi? C'est la création de quoi? D'une banque d'investissement. Mais la banque d'investissement, la création d'une banque d'investissement ne signifie pas la création d'une nouvelle monnaie. Je ne suis pas économiste, mais selon les informations que j'ai, pour créer une monnaie, c'est pas sorcier. Pour créer une monnaie, il faut avoir une garantie. Tu me suis? Pour que ta monnaie puisse être créée, il faut les experts. On en a en gogo. Il faut avoir une banque centrale. Mais attends, s'il vous plaît. Ces préalables ne sont pas... Non, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler d'un projet. Nous sommes en train de parler des réflexions. Des ministres étaient là, présidés par le premier ministre, pour que des experts se mettent à travailler. Les mêmes experts qui ont créé le mois, tout ça. Mais la CEDEAO a été créée chez nous. Pourquoi nous doutons aujourd'hui que nous, on ne peut pas faire le même? J'ai dit, pour créer une monnaie, il faut avoir de l'or. Et ce qu'il y en a au Mali, depuis le temps de Kankou Moussa, c'est de l'or. Et je t'explique, selon certains experts, même le principe de la banque, écoutez bien, la notion même de la banque est née à partir du pèlerinage de Kankou Moussa. Tellement il a dévalué l'or dans le monde. La caravane a commencé dans le Mandé. La tête est arrivée à Tombouctou, lui n'a même pas quitté. Et tout était plein d'or. Donc c'est pour te dire que nous avons la garantie de notre monnaie. Mais nous avons aussi des partenaires qui peuvent aussi... Parce que nous sommes dans un monde de jungle démocratique. Si tu n'as pas de partenaire solide, on te mange. D'accord. Aujourd'hui, nous avons des partenaires comme le BRICS qui est prêt aussi à nous aider. Parce que ce que nous sommes en train de faire, on n'a pas fait un crime de guerre. On n'est pas allé en Israël tuer les gens. On n'a pas organisé des coups d'État, exécuté des présidents. On n'a pas envoyé Bob Denard pour discuter. On n'a pas fait de coup d'État? Je dis, on n'a pas organisé des coups d'État. Avant, les coups d'État étaient organisés
par le gouvernement d'Élysée, exécuté par Bob Denard avant. Donc c'était des bons coups d'État. Maintenant, nous parlons des mauvais coups d'État parce que, en réalité, c'est des mouvements populaires parachevés dans la majorité des cas pour diminuer la souffrance du peuple. En tout cas, dans le cas du Mali. Écoutez, dans le cas du Burkina et dans le cas du Niger, on a opprimé les gens pour qu'ils ne marchent pas. Donc la seule alternative, que l'armée prenne ses responsabilités. Ça dépend de l'interprétation que les gens donnent. Aucun président en Afrique ne va laisser les pouvoirs comme ça. D'accord. Donc c'est pour vous dire que cette alliance, déjà, elle est en marche. Les présidents sont venus pour son opérationnalisation. Il y a la réunion des ministres des Finances et de l'économie. Il y aura la réunion des ministres en cours déjà, les ministres des Affaires étrangères. Et les 30 ou bien une date ultérieure, les ministres des Défenses. Donc c'est pour te dire que aujourd'hui, si tu regardes les réseaux sociaux partout, même dans les médias occidentaux, on n'est pas que de ça. Parce que l'AES fait peur. Donc moi je pense que l'AES est une alternative que les Africains doivent soutenir. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Vous voyez la qualité des éclaircissements de notre invité. Nous vous demandons de laisser des commentaires pour qu'il puisse analyser vos intentions et vos idées afin de procéder à des réponses claires. Nous vous rappelons aussi que cette émission se passe tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h sur toutes les plateformes de l'ouverture média, que ce soit la page Facebook, la chaîne YouTube, le compte TikTok ainsi que le compte Instagram. Et cette image de qualité est garantie, sinon diffusée par un technicien de marque supérieure du nom de Prince Tony. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre deuxième débat de ce soir qui porte sur la privatisation de l'EDM. Est-ce que la privatisation de l'EDM sera une source pour mettre fin à la souffrance du peuple malien? Quel enjeu? C'est une question ou bien c'est des sources d'information? C'est une question. C'est une question. Voilà. Est-ce qu'il n'est-il pas temps de privatiser l'EDM pour que la souffrance du peuple malien puisse prendre fin? Bon. Parce qu'avec la coupure de plus de 24 heures ou de 28 heures, des coupures de plus de 15 heures, des coupures de plus de 12 heures de temps, ceux qui ont 10 heures de temps peuvent dire Alhamdoulilah. Mais nous qui vivons au niveau de la commune de Hippodrome, nous pouvons faire souvent plus de 15 heures sans l'électricité. Et avant-hier, j'ai un ami qui se trouve à Moribabou qui disait qu'ils avaient passé plus de 28 heures sans électricité. Alors, est-ce que la privatisation serait l'une des solutions idoines, selon vous? L'EDM a été déjà privatisé dans le passé. Tu sais ça, non? Oui, je le sais. Donc, ça a été nationalisé encore, mais à société anonyme. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est quoi alors? L'énergie est régalienne, comme l'éducation, comme la santé, comme la défense. Nous sommes en train de parler d'insécurité. Et l'obscurité aussi peut être... C'est une forme d'insécurité. D'insécurité, donc c'est régalien. Moi je pense que j'ose croire, je pense que c'est le centre même de discussion aujourd'hui des plus hautes autorités. Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a pour le moment. Moi je vais te dire, je vais être clair. Nous sommes tous désolés pour ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, ce que nous devrons remarquer, que c'est une première. D'abord, à une période où en réalité il ne devrait pas avoir de délestage. Ça doit nous amener à des interprétations. Et de ces interprétations découlent mes remerciements, mes encouragements, pardon, et au peuple malien. Principalement la capitale, ses alentours. Vous savez que le peuple malien, avec cette résilience, a démontré au monde son degré de maturité.
il va falloir continuer à soutenir la thèse que le problème de l'EDM doit être résolu le plus tôt possible. Nous avons vu l'intervention de Madame le ministre. Qui a aggravé la situation. Nous avons vu l'intervention de Madame le ministre. Qui a Avez-vous apprécié? Moi, j'ai apprécié. Mais la finalité, c'est ce qu'on n'a pas compris. Parce que le jour que je l'ai écouté, je l'ai même dit que je vous soutiens dans un sens où vous avez dit que nous sommes en train d'aménager aucun effort et que les délestages, nous allons voir des résultats. S'il vous plaît. Mais maintenant, ce que nous avons vu, c'est pur. Là où je te parle, je n'ai pas dit courant. Quelle appréciation faites-vous maintenant? L'appréciation, c'est que le peuple n'est pas content sur ça, principalement ceux qui sont là. Et quelle solution? La solution, c'est de résoudre le problème. La solution, c'est de communiquer. La solution, c'est de revenir vers le Malien. Vous savez, communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a des problèmes, tu as été mandaté par quelqu'un qui t'a donné une autorité, que le peuple, il faut lui expliquer la démarche de tout ce qui est en train de se faire. Ça, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la redevabilité. Et il y a une situation. Le carburant est mis à côté maintenant. Non, ce n'est pas le problème de carburant, parce que même au Niger, j'ai un ami qui vient de m'appeler, il me dit qu'il y a les délestages. Et le Niger, le carburant, c'est 500 francs. C'est un pays producteur de choses. Donc il m'a dit, mais, et puis, c'est pas quelqu'un peut-être, mais il me dit, mais, et pourtant, c'est pas le carburant, parce qu'ici, il y a le carburant. Donc il y a d'autres problèmes que nous, on ne connaît pas. Moi, que tu parles, je ne suis pas une autorité. Mais je suis. Mais qui est censé être quoi, selon vous? Le problème? Oui. Mais le problème est purement structurel, auquel s'est ajouté des problèmes conjecturels. Le problème de l'énergie est le problème structurel. Donc moi je pense et j'ose croire que c'est ce problème qui est en train d'être discuté. Nous avons vu que